Bonsoir tout le monde. Hop. Donc on se retrouve ce soir pour un meet-up sur les bandits de contexte, un jeu de stratégie. Vous verrez que c'est un petit jeu de mots. Je m'excuse un tout petit peu d'avance si jamais je suis un petit peu fatigué. Je vous avoue que la saison n'aidant pas. Mais voilà. Clément, est-ce que tu veux présenter? On verra ça après. Hop. Alors. Les bandits de contexte, d'où ça vient? Ça vient d'un besoin de modulariser nos solutions en général. Donc en général, quand on part d'une application, on a des besoins, on crée des liens au sein de notre application, et puis au début, les choses se passent bien. Un peu moins bien. Vraiment moins bien. C'est le bordel. Donc en général, c'est à peu près comme ça que ça se passe, le cycle de vie d'une application. Pour répondre à ce genre de problématique, au fait que la complexité dans une application augmente au cours du cycle de vie de l'application, il y a des gens très très intelligents, notamment Eric Evans et Martin Fowler, qui ont écrit Domain Driven Design et qui dedans ont conceptualisé le principe de bandit de contexte. Donc un bandit de contexte, c'est quoi? C'est un regroupement d'un ensemble de notions voilà, qui font sens d'un point de vue métier. Alors en général, la définition qu'on donne, par quoi est défini un bandit de contexte? Eh bien c'est par un vocabulaire qui est clairement défini et propre à chaque contexte. On va dire que lorsqu'on passe d'un contexte à un autre, on a un changement de vocabulaire. Un ensemble d'actions et d'événements qui sont possibles sur ce contexte, ça fait partie des choses qui vont le définir. Une modélisation logique sous-jacente, c'est ce que vous voyez là. Et un ensemble de règles, voilà, des invariants ou des règles métiers en général, qui vont toujours être vraies au sein de ce bandit de contexte. Ben voilà, c'est bon, fin du meet-up, vous avez tous compris. Voilà. C'est un peu le problème des bandits de contexte. C'est qu'en fait, quand on essaye de les expliquer de manière très scolaire, je pense que vous avez tous été confrontés à ça, c'est difficile en fait de réellement comprendre c'est quoi un bandit de contexte. Et notamment lorsqu'on essaye de l'expliquer à des équipes qui sont peut-être un peu moins techniques, et malheureusement les bandits de contexte, il y a aussi une part de métier, donc il faut les expliquer à des personnes moins techniques, eh bien on a du mal à leur expliquer ce que c'est, on a du mal à cerner réellement ce que c'est. Pourquoi? Parce que on l'a vu, on peut le définir en à peu près 4 lignes, bon un peu plus, hein, mais voilà. Mais c'est totalement intangible. Si demain je vous dis que dans mon application il y a un objet voiture, vous voyez ce que c'est une voiture. C'est totalement tangible. Maintenant, si je vous dis vous devez visualiser tout le process de vente d'une voiture, ça devient un peu plus compliqué de rendre ça tangible. Si je vous parle du refurbishment, là ça devient encore plus compliqué. Donc voilà, des choses comme ça. Ensemble délimité avec des frontières claires. Bandit de contexte, donc un contexte délimité. Ok, mais selon quoi? Selon quoi on trace la limite entre un contexte et un autre contexte? Bah en fait, la réponse, c'est souvent ça dépend. Et ça aide vraiment pas à la compréhension d'une personne moyenne à se dire ah bah oui, ça s'arrête là pour une bonne raison. Ça dépend. Donc pareil, ça aide pas la compréhension. Et enfin, c'est un concept technique qui délimite des notions de métier. Alors là, c'est là où ça devient le bordel, parce que du coup, il y a absolument tout le monde qui a un avis. Donc comme quand tout le monde a un avis, il n'y a personne qui en a, mais attention, tout le monde en a un. Donc ça, c'est tout le problème. C'est qu'en fait, on est vraiment sur une notion qui à la fois est super transverse et à la fois est par nature un petit peu floue. Ce qui fait qu'en général, lorsqu'on doit délimiter des bandits de contexte sur une application ou sur un SI en général, on se retrouve un peu dans cette situation. On ne sait pas du tout ce qu'on est en train de faire, tout simplement parce qu'en fait, nous, on n'est pas métier. Parce que très souvent, on arrive potentiellement sur une mission, on arrive dans un contexte métier qu'on ne connaît pas. Donc on ne sait pas réellement ce qu'on fait. On nous dit, il y a ce gros bordel, ok, faut le splitter. Il y a tout le monde derrière qui nous attend avec un pistolet au cas où on le fasse mal. Parce que tout le monde a un avis, je rappelle. Hein. Voilà. Personne n'en a, mais tout le monde en a un. Donc voilà. Et bien entendu, si on se plante, ça donne à peu près le même résultat que mal découper un gâteau d'anniversaire. Je vous laisse imaginer le drame politique qui va se lancer lorsque vous allez donner la plus grosse part à l'un des gamins. Voilà, ça risque de mal se passer. Donc ce que je vous propose, histoire de comprendre un petit peu tout ça, c'est de jouer à un jeu. Récemment, moi j'ai joué un petit peu à Humankind. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, c'est concurrent de civilisation. C'est un jeu dans lequel, vous pouvez le voir, il y a un monde dans lequel on a des villes, on a des bateaux, on a aussi des unités qui s'affrontent dans des armées, des choses comme ça. Ce jeu est un jeu de stratégie dans lequel on a un environnement commun, qui ici est la carte du monde. Chaque joueur cherche à étendre son influence et son contrôle sur l'environnement.
Cette influence et ce contrôle permettent d'exploiter les ressources dans l'environnement. Et enfin, ça permet de combattre les dangers ou les adversaires qui sont présents dans cet environnement. Ces jeux s'appellent les 4X. Explore, Expand, Exploit, Exterminate. Vous l'aurez compris, on est un petit peu sur des bandits de contexte. En tout cas, on se rapproche un petit peu de cette notion-là. Donc l'idée, c'est de partir un petit peu de ça pour essayer de mieux comprendre en fait la notion de bandit de contexte et ce que c'est réellement. Donc on va partir de ces jeux 4X, on va essayer de le concevoir nous-mêmes, là tous ensemble. On va essayer de réfléchir à un jeu tous ensemble et on va essayer de le concevoir. Donc suite au topo précédent, on va imaginer collectivement, là tous ensemble, notre propre 4X, on va balancer des idées et on va essayer en fait d'imiter un event storming. Alors bien entendu, il va être un petit peu biaisé parce que là on va devoir inventer en live un métier ou en tout cas une idée, là où généralement il y a déjà un métier et c'est des gens qui expriment ce qu'ils connaissent déjà. Voilà, donc c'est un petit peu biaisé. Et en plus, contrairement à un event storming classique, là on a déjà une idée de ce vers quoi on veut aller. Alors que généralement, on n'a pas d'idée prédéfinie de là où on veut aller. Mais c'est plus pour essayer de mieux saisir ce que c'est un bandit de contexte. Donc afin de le faire, on va s'imaginer quels sont les événements et actions qui nous viennent en tête dans le jeu. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un event storming? Ouais, c'est une grosse réunion. En fait, on va regrouper un très grand nombre de personnes, bien vu pour la question, on va regrouper un très grand nombre de personnes dans une réunion, j'en reparlerai juste après, mais on va regrouper un grand nombre de personnes en fait dans une pièce, des représentants du métier, principalement, quelques représentants techniques, et en fait on va faire parler ces gens de manière à justement pouvoir dessiner une cartographie un petit peu du métier. Qu'est-ce qui est fait? Quelles sont les actions et les événements qui ont lieu au sein du système? Quels sont les acteurs qui déclenchent ces actions, ces événements? Encore une fois au sein du système. Quels sont les noms qui sont utilisés? Donc comment on nomme les choses? Donc par exemple, tout à l'heure on parlait de voiture. Est-ce que la voiture, c'est une voiture avec des roues, celle qu'on conduit tous les jours, ou est-ce que c'est la voiture d'un train? Par exemple. Voilà, ou un wagon, pour le coup. Donc voilà, quels sont les noms communs qui sont utilisés, qu'est-ce qu'ils veulent dire, et est-ce que potentiellement il y a des dépendances au sein de tout ça? Ça, c'est l'objectif d'un event storming, c'est un petit peu de visualiser tout ça. Donc l'idée, ce que je vous propose, c'est qu'on va le faire ensemble. Moi, je vais sortir un Excalibro. M'en voulez pas si c'est Excalibro et pas une autre solution. Voilà, c'est plus pratique. Et on va balancer des idées. Et puis, je vais essayer de dessiner tout ça. Et du coup, ça nous de jouer. Voilà. Alors, là, c'est la partie la plus difficile de la présentation. C'est que je dois réussir à enlever le mode plein écran. Alors, je disais ça en plaisantant. Tac. Hop là. Donc dans l'idée, notre 4X, c'est ce que je vous disais au départ, dans notre 4X, on est dans un environnement. Donc est-ce que quelqu'un a une idée d'un environnement sur lequel on pourrait se lancer? Un courageux, quelqu'un qui se lance en premier. Une carte. Imagine une carte. Hop, 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 hop. Il va falloir que j'arrive à écrire moi aussi ce soir. Donc on imagine une carte. Ok, très bien. Dans cette carte, c'est une carte de quoi? On est dans quoi comme univers? Il se passe quoi? Je sais pas, post-apocalyptique, spatial, médiéval, faites votre choix. Fantasy. Fantasy. Allez. Décidément, j'ai du mal à écrire. Donc on imagine qu'on est dans un monde fantasy. Alors celui-là, je vais peut-être le mettre à côté. C'est plus en référence pour nous tous. Donc on est dans un monde fantasy et on a une carte. Qu'est-ce qu'il y a sur cette carte? Quels sont les points d'intérêt qu'on pourra avoir sur cette carte? Des terres. Très bien. Tac. Qu'est-ce qu'on y fait dans ces terres? Ils cultivent de la nourriture. Donc on a une action. Alors juste, je vais reprendre une action. J'avais dit rectangle. Un rectangle droit. Voilà. Donc on cultive des terres. Cultive terre. Je vais le noter comme ça pour le moment et je mettrai les liens plus tard. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur ces terres, potentiellement? Ça va dépendre des terres. Ok. Donc il y a des types de terres. Quel type?
biome qu'on veut, mais on peut s'amuser avec des marais, des déserts, de la forêt. Donc on peut imaginer des biomes. Je vais noter marais, désert, forêt. Hop, Marais AIS. bien vu. J'étais en mode marée comme la mer. Ouais, sinon c'est bizarre. Je me suis dit, hop, désert, hop, forêt. Donc ce qu'on peut y faire va dépendre du biome. Donc par exemple, cultiver des terres, ça c'est possible dans aucun de ceux-là. Donc je vais en rajouter un qui s'appellerait plaine. Et on peut cultiver par exemple une plaine, on peut imaginer ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme action du coup? La forêt, on peut couper du bois. Voilà. On va imaginer 3 trucs très bêtes. Hein. Vous voulez pas? Forêt, couper du bois. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le désert? Rien, c'est le désert. Voilà. Marais, qu'est-ce qu'on peut faire dans un marais? On peut faire cuire de la viande dans le désert. Il y a des techniques bédouins. C'est pas bête. Cuire viande. Très bon. Allez, on imagine. Et la viande, du coup, on la récupère dans les marais. Allez, on va dire ça. Ouais, let's go. Allez, hop. Chasser. On va imaginer qu'on fait ça dans le marais. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans ce monde? Donc on disait, on a un monde fantasy, une carte avec des terres. On peut construire, on peut attaquer, on peut Ok. faire des troupes. Allez. On peut construire. Très bien. On construit quoi? Des châteaux. J'aime bien, vous êtes de moins en moins hésitant. Tac. On construit du coup des châteaux. Très bien. Est-ce qu'on construit d'autres choses à part des châteaux? Des villages. Des villages. Allez. Tac. On imagine ça. À un moment, on a parlé d'armées. J'ai cru entendre des armées, si je ne me trompe pas. Donc je vais juste le noter. Hop. On les entraîne où, les armées? Alors, on les entraîne dans les châteaux ou dans les villes? Pour faire plus simple. Dans un château? Allez. Hop. On n'a pas parlé de un truc tout bête, mais du coup, je reprends un petit peu la trame initiale du 4X. On explore. On n'a pas parlé de l'exploration de la carte. Est-ce qu'il y a des actions spécifiques qui pourraient être l'exploration de la carte? Se déplacer. Se déplacer, on peut imaginer. Ravitailler. Alors là, on ne voit plus rien parce que c'est derrière, mais c'est pas grave. Se déplacer, on a dit ravitailler. Moi, je me dis qu'on pourrait potentiellement explorer une grotte, par exemple. Truc tout bête, hein. Voilà. C'est facile à coder en plus. Voilà. On n'a pas mis d'événements ni d'acteurs dans tout ça. Est-ce qu'on peut imaginer des événements ou des acteurs dans tout ça? Ouais, on peut prendre un paysan pour cultiver la terre. Ok. Donc il y a un Alors, est-ce que le paysan est un acteur du jeu? Est-ce qu'il... Ça dépend. Bonne réponse. Alors on peut imaginer. Hein. Donc, hop. Donc on va imaginer que le paysan est un acteur du jeu. Du coup, il fait quoi ce paysan? C'est lui qui cultive la terre, c'est ça? Exactement. Allez. Est-ce qu'il y a un événement qui est lié au fait que le paysan cultive la terre? À la fin, on a un champ qui est cultivé. Donc du coup, on va avoir un gain de blé, par exemple. Ou gain de nourriture. On peut imaginer ça. Il y a sûrement d'autres choses entre. Il y a peut-être d'autres choses. Mais donc du coup, c'est effectivement, on va dire, champ récolté. Allez. Et comme ça, on va pouvoir mettre plein de choses derrière, peut-être. Donc voilà. Moi, j'avais une autre idée aussi, c'est potentiellement, on a un premier joueur, on a un deuxième joueur. Les armées du premier joueur vont attaquer le deuxième joueur. Truc tout bête. Donc, on peut avoir un joueur. Hop. On peut avoir une IA. Voilà, mais en fait, une IA, c'est un autre joueur. Tac. Hop. Donc, en fait, je vais laisser joueurs. Et donc, on peut imaginer que ces joueurs ont des armées et qui s'attaquent. Et donc, quand il y a une attaque, il y a un événement.
On peut imaginer des choses comme ça. Alors là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'en fait, on est en train de balancer tout un tas d'idées sur le tableau. Donc c'est ce qui se fait lors d'un event storming. En fait, on balance tout un tas d'idées sur le tableau. Tout le monde vient mettre son petit post-it sur le tableau. En mode, bah voilà, moi j'ai ce mot-là, j'ai cet événement-là qui est déclenché. Donc en général, on va faire d'abord les événements et actions. Et ensuite, on va trickle down petit à petit sur d'autres étapes, comme bah, typiquement les objets. Là, on a fait un petit peu les choses à l'envers parce qu'on est obligé d'imaginer l'univers. Voilà, donc on est un peu parti des objets pour ensuite imaginer les actions. En général, on va plutôt faire l'inverse. Mais donc là, par exemple, bah, si j'essaye de prendre un peu tout ça, on a une carte dans laquelle on se déplace, on se ravitaille et on peut explorer des grottes. On n'a pas exploré, on n'a pas précisé ce que ça pourrait donner, le fait d'explorer une grotte. Peut-être que ça déclenche d'un événement derrière. Peut-être qu'il y a des objets qui sont impactés, ce genre de choses. Ensuite, derrière, on voit qu'on a toute une partie ici, où on a des plaines, on cultive, on chasse, on cuit, on coupe du bois. Tac, donc tout ça, je vais le mettre là. Par exemple, on a le champ qui est récolté. Tac, le champ, il est récolté par un paysan. Tout ça, en fait, c'est une partie exploitation. Exploration, exploitation. Ici, on a toute une partie où on construit des châteaux et des villes pour entraîner des armées. Donc là, on a toute une partie expand. On augmente notre influence sur le fameux territoire. Et enfin, eh bien, c'est ce que je mettais ici, on a un joueur qui peut en attaquer un autre. Et tout ça, ça va demander quoi? Des armées. Donc là, par exemple, on a le fameux exterminate. Aussi dans les choses, là par exemple, ces terres, est-ce qu'elles sont rattachées à des villes ou à des châteaux? Vous voyez, on pourrait commencer à se poser toutes ces questions-là. Mais l'idée, vous le voyez, c'est qu'en fait, en balançant un peu tout, en mode spaghetti et en réorganisant, on peut voir qu'en fait, on a bel et bien des contextes qui commencent à se définir. Ces contextes-là, ça se fait, comme dit, autour... ces contextes-là se délimitent autour des regroupements, on va dire... des regroupements métiers, mais la délimitation se fait aussi, c'est sur le langage commun. On peut retrouver des mots qui potentiellement semblent être les mêmes, mais en fait ici une armée c'est juste des unités qu'on a entraînées, donc voilà, qui ont un coût, alors que ici une armée c'est des unités qui ont des stats et qui peuvent se battre. Ici elles ne le peuvent pas forcément, c'est juste un coût. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'idée est là, c'est attention, est-ce que là on parle de la même chose? Donc pareil, en fait, les changements dans le langage vont nous permettre potentiellement de délimiter en fait, les différents contextes. Alors bah, je tiens à vous remercier pour ça, parce que je trouve qu'on a fait un assez bon boulot, et vous voyez à peu près ce que ça donne. Alors on pourrait aller beaucoup plus loin dans l'idée, et on pourrait continuer à faire ça. Mais voilà, je vous propose de rebasculer sur la présentation. Hop, ça je le récupère chez moi. Et je vais refaire la manip compliquée qui consiste à repasser en plein écran. Tac. Donc merci à vous. Donc ça, l'idée, c'était de simuler un petit peu un event storming. Alors c'est ce que je vous ai dit. Là, nous, on est parti des objets au lieu de partir des événements et des actions. Normalement, c'est une réunion qui regroupe l'ensemble des représentants du métier, quelques représentants techniques également, parce que ça nous intéresse, et puis ça peut permettre aussi de piloter un petit peu mieux la réunion. Mais c'est principalement les représentants du métier qui nous intéressent. On sépare le tout en 5 étapes initiales qui sont obligatoires, qui sont quels sont les événements, quelles sont les actions, quels sont les acteurs, les données et potentiellement les dépendances. Là, on ne s'est pas posé la question, mais quelles sont les dépendances entre tout ce qu'on fait. Donc par exemple, quand on construit quelque chose, peut-être que ça dépend de ce qui a été fait dans la partie exploit. Voilà. Ensuite, sur tout ça, on va rajouter 2 étapes qui sont potentiellement optionnelles lors de cette première réunion. C'est les règles métiers et potentiellement les agrégats pour pouvoir dessiner un peu plus précisément, pour pouvoir modéliser un peu plus précisément nos objets. Donc ça, en général, on va le faire dans un deuxième temps, tout simplement parce que dans une réunion de 2 heures, je vous mets au défi d'avoir 20 personnes qui expriment leurs règles métiers chacun et d'avoir le temps, en 2 heures, de faire ça. Ça n'arrive jamais. Donc voilà. L'idée, c'est aussi que tous les points d'intention qui sont soulevés soient notés. Donc par exemple, si à un moment on se dit « Ah oui, mais il y a ce truc-là, il faut le mettre où ?» On ne sait pas, c'est pas grave, on le note. Voilà. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut potentiellement oublier, ou alors on se dit « Ah, il y a ce truc-là, il ne faudrait pas qu'on l'oublie, peut-être que ça se fait encore, etc. etc. » Oui? Un peu plus d'explications sur les agrégats. Alors, je vais y venir. Hop. Donc l'idée, c'est dans un premier temps
d'avoir une modélisation un petit peu des interactions. Donc là, moi, je m'étais essayé au même jeu qu'on vient de faire, un petit peu en amont, pour imaginer pareil quelque chose, et justement faire un petit peu un travail de refinement derrière, et essayer de dégrossir un peu le tout, pour pouvoir mettre des liaisons qui sont peut-être un peu plus intéressantes. Hop, parce que là, en 15 minutes, je vous avoue que c'est un peu plus compliqué. Donc l'idée, c'est que je modélise en fait les interactions en mode, il y a un événement qui est le début du tour, ça exploite les ressources, donc du coup, il y a un ajout de science. Cet ajout de science fait qu'on recherche une recherche, ou une technologie par exemple. Est-ce que la recherche est finie? Si oui, alors recherche terminée. Et par exemple, on va dessiner les interactions comme ça, ce qui va nous permettre au sein de notre système de savoir, ok, ça qui est lancé là-haut, potentiellement, peut déclencher quelque chose en bas. L'idée, c'est ça. On a du coup séparé toutes les actions et les événements entre les différents contextes. Les actions sont déclenchées par des acteurs ou des événements, et certains mots, c'est ce que je vous disais, sont présents dans plusieurs contextes. Donc par exemple, une région et une région. Moi, j'avais utilisé le mot région. Donc ici, on exploite une région, et ici, on ajoute un bâtiment à une région. Les deux ne sont pas forcément pareils. C'est peut-être la même notion qui est derrière, mais il n'y a pas du tout la même responsabilité pour cet objet en fonction des contextes. Seule chose que je dirais, moi, c'est qu'il n'y a pas de faux amis pour les événements. C'est quelque chose que j'évite de faire. S'il y a un événement dans le système, il a un nom et c'est tout, et il n'y a pas deux événements qui ont le même nom. Parce que ça fout le bordel. Donc voilà. Ça permet de visualiser un petit peu les actions et les impacts sur le reste de l'application. On peut aussi y mettre un petit peu justement les têtes d'agrégats et les agrégats qui sont concernés, on y arrive juste après, pour se dire, quand on accepte le combat, potentiellement, voilà ce qui est impacté, ou alors on ajoute un bâtiment à quoi? À une région. Voilà, on peut essayer de rajouter 2-3 choses comme ça, pour essayer de modéliser. On peut aussi faire une modélisation des objets, et c'est là où on en arrive aux agrégats. Une modélisation des objets, donc on a séparé les objets entre les contextes, et ils ont été regroupés en agrégats. Alors un agrégat, c'est quoi? Tout simplement, on imagine une grappe d'objets. Donc c'est lorsqu'on a un ensemble d'objets qui en fait ne font pas sens, enfin, ou plutôt, c'est un ensemble d'objets qui ont des règles qui sont communes à cet ensemble, qui sont propres à cet ensemble, et non pas des règles qui sont propres à chacun de ces objets séparément. Donc par exemple, une commande qui a des items, c'est un agrégat. C'est l'agrégat commande qui possède des items. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, les règles vont partir de la tête de l'agrégat, la commande, pour ensuite se répercuter sur les items. Et non pas partir des items pour ensuite se répercuter sur la commande. Donc voilà, ça c'est le principe des agrégats. J'avais fait une présentation un petit peu sur ce genre de notion, mais voilà, on pourra y revenir un petit peu lors des questions. Donc, en général, on regroupe les objets en agrégats lorsqu'il y a des relations qui sont fortes entre eux, donc typiquement de la composition et de l'agrégation. Composition, c'est cet objet n'existe pas sans l'autre. Agrégation, c'est cet objet est inclus dans l'autre. Voilà, mais potentiellement, il peut exister en dehors. Donc voilà. Ça permet de mettre en place un modèle logique de données qui va être capable de supporter les actions qu'on a vues précédemment, qu'on a vues ici. Donc en fait, quand on combine les deux, ce qui se passe, donc c'est ce que je vous disais, ça se fait généralement dans un second temps parce que ça prend pas mal de temps, mine de rien. Ce qui se passe, c'est que quand on combine les deux, là par exemple j'ai pris le contexte exterminate, en fait on a à gauche l'intégralité des événements et des actions qui sont présents dans ce contexte, et on a à droite une modélisation logique de ce même contexte. Donc du coup, notre bounding context est défini par un vocabulaire clairement défini et propre à ce contexte. On a le vocabulaire qui est clairement défini partout. Un ensemble d'actions et d'événements possibles avec ce modèle, à gauche. Une modélisation logique sous-jacente, à droite. Et la seule chose qui nous manquera, c'est les règles. Voilà. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus votre exemple ici sur les diapos? Ouais, bien sûr. Donc là, par exemple, ce que j'avais dit, donc là, moi j'avais fait joueur 1, joueur 2, c'est peut-être une erreur, parce qu'en fait, c'est des joueurs dans tous les cas. Il peut y avoir plus de 2 joueurs, mais voilà. On a un premier joueur qui lance une attaque, ça déclenche un événement attaque lancée, qui est envoyé au joueur 2. Le joueur 2, il a un choix, il peut soit prendre la fuite, soit accepter le combat. S'il accepte le combat, alors on va impacter cette partie du modèle sous-jacente. Et du coup, si jamais le combat se finit, il va se finir, on aura un événement combat fini qui derrière potentiellement va être propagé ou va déclencher quelque chose. Là, je n'ai pas imaginé ce qui se passait lors d'un combat fini, mais on peut imaginer plein de choses. Donc voilà. Et là, sur la partie droite, j'ai mon combat. Mon combat, il va avoir des tours.
à l'intérieur du combat. On imagine que par exemple c'est un combat en 6 tours, voilà, des choses classiques. Il y avait ça sur O-Game, il y avait ça sur Civilization, je crois, sur Mankind pareil. Il y a un terrain, par exemple, on peut imaginer un terrain sous-jacent à notre combat. Est-ce que c'est de la plaine, est-ce que c'est de la forêt? Ça va peut-être impacter le combat. On imagine qu'il y a des armées. Ces armées appartiennent à des cultures qui ont des technologies, qui peuvent impacter le combat également. Et on peut imaginer ici qu'on a des unités qui ont des traits. Ces traits leur donnent des capacités spéciales en fonction du terrain, par exemple, on peut imaginer. Et système de rapid fire, si vous avez joué au game, vous voyez exactement ce que c'est. Voilà. Mais en gros, c'est le fait que si vous tapez une unité précise, bah, en fait, vous la tapez plusieurs fois. Voilà, ça, c'était le système de O-Game. Donc j'ai repris le terme, ce qui est d'ailleurs pas une super chose parce que, comme vous avez pu voir, il m'a fallu 2 phrases pour l'expliquer. Et en plus, je pense que la moitié d'entre vous n'ont pas compris. Donc c'est que le terme est mal choisi. Hein, voilà, un multiplicateur. Voilà, par exemple, on peut imaginer ça. Ouais. Moi, je suis vraiment étonné. Pour moi, c'est assez loin de ce que je connais des brainstorming comme formalisme. Ça. Comme sortie? Non, tout. Tout. Le déroulé, le format, la sortie, pour moi, c'est pas les brainstorming, c'est d'autres ateliers. Alors, potentiellement, encore une fois, je le dis, on a fait les choses un peu à l'envers. Même là. Alors, ça c'est la restitution. Je parle bien d'une potentielle restitution. C'est en mode, en sortie, qu'est-ce qu'on a? Et en fait, en tout cas, moi, là, dans ce que je présente, l'objectif, en fait, c'est à la fin de sortir avec des bandits de contexte qui sont définis. Et ensuite, je vais aller un petit peu plus loin. Peut-être que ça va se rapprocher. En fait, pour moi, le brainstorming, c'est un atelier dans le problem space. Donc, à la sortie, tu n'as pas des bandits de contexte, tu as des subdomains. Exactement. Et brainstorming, c'est pas du tout un atelier qui est avec. Enfin, c'est pas du tout ça, brainstorming. C'est pour ça que je suis un peu étonné. Justement, je vais en parler. L'idée, c'est de zoomer, dézoomer. Parce que potentiellement, comme tu le dis, à quelle précision on va, à quel degré on va. Donc là, par exemple, ici, on enlève complètement les objets, on se concentre justement sur les interactions, les actions, les événements. L'idée, en fait, c'est de voir les liens entre, par exemple ici, exploit et le reste. Et en fait, c'est d'avoir des grands, comme tu le dis, subdomains, donc des contextes en fait qui commencent à ressortir. Mais bon, voilà, on pourra y revenir. Non, mais on pourra y revenir. Donc du coup, l'idée, c'est d'avoir des contextes avec des actions à l'intérieur, avec des événements. Et derrière, étant donné que on a vu, ici on peut voir que expand en fait dépend de exploit. Lorsqu'il se passe quelque chose dans exploit, on a de l'ajout de science, on a de l'ajout d'industrie. Qu'est-ce qui se passe derrière? Ça trickle down dans expand. On peut voir aussi que ajouter un bâtiment, il est servi par exploiter les ressources. L'idée de ça, c'est qu'en fait, lorsqu'on ajoute un bâtiment, potentiellement, on veut voir quel impact ça va avoir sur notre exploitation des ressources. Donc en fait, ici, là, ce qu'on voit, c'est que expand dépend de exploit. Et en fait, l'idée un peu de tout ce travail qu'on peut faire, où en fait on définit que font précisément les contextes, quel impact ils ont, comment ça se déroule en fait dans l'application. Et bien l'idée derrière, c'est qu'on peut avoir des gros carrés comme ça, où on dézoome complètement, et en fait, on se pose la question, quelle est la relation entre nos différents contextes. Donc là, par exemple, j'ai mon contexte exploit, qui est upstream de expand. Donc ça veut dire que lorsqu'on fait une modification dans exploit, ça va venir impacter expand. Donc ça pourquoi? C'est ce qu'on a vu ici. Vous vous doutez bien que si je fais une modification là-dessus, potentiellement, ça peut venir impacter ça et surtout ça. Donc voilà. Sauf que, moi je dis, ça ne me va pas, parce que mon domaine principal, par exemple, c'est expand. Donc du coup, ça ne me va pas tout ça. Donc c'est pour ça que là, par exemple, j'ai rajouté Customer Supplier pour dire, lui c'est le client est roi. Donc c'est lui qui demande à lui, enfin qui pilote une partie de sa charge de travail. Tac, derrière, ça c'est des détails un peu plus techniques, mais par exemple, exploit, j'ai dit OHS pour Open Host Service, donc en gros, il va fournir un service qui va permettre à Expand de pouvoir le consulter. Tac, et derrière, ce que j'ai mis également, c'est que Expand devra passer par un ACL, un Anti-Corruption Layer. Voilà, si certains d'entre vous voient ce que c'est, sinon on pourra y répondre après. Justement pour que Expand ne dépende pas directement du vocabulaire et ne soit pas impacté au niveau de son vocabulaire et au niveau de ses implémentations par ce qui peut être fait dans Exploit. Tac, donc voilà, Customer Supplier, je vous l'expliquais. L'intérêt de tout ça, en fait, c'est quoi? C'est qu'on peut anticiper les besoins de communication entre nos équipes. En fait, quand on voit ça, on peut se dire, en fait, Exploit et Expand, elles vont devoir travailler ensemble. Il va falloir quelqu'un du côté de Expand
qui émettent, ou en tout cas, il va falloir une manière de faire dans notre entreprise qui permette à Expend d'effectuer efficacement des demandes à Exploit. Il va falloir que Exploit soit prêt à répondre à ces demandes. Voilà. Donc là, c'est ce que je vous dis là. Hop. Derrière, un autre côté intéressant, c'est qu'on peut se poser la question, comment on livre de la valeur lorsqu'on regarde ces choses-là. Donc là, par exemple, jusqu'à maintenant, on a réfléchi à ça. Mais en fait, si on se focus sur Exploit et Expend, on peut se dire, en fait, je fais un autre jeu. En fait, je fais autre chose. Si je me focus sur Explore ou sur Exterminate, on peut voir qu'on fait encore autre chose. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir piloter en fait notre création de valeur différemment et un peu plus facilement en ayant mappé en fait qu'est-ce qu'on fait au sein de notre application et où est-ce qu'on veut mettre justement du jus de cerveau et sur quoi on veut se concentrer pour apporter de la valeur à nos clients. Donc voilà, c'est là où on va diviser notre application en différents domaines. Donc justement, qu'est-ce qui est core, qu'est-ce qui est support et qu'est-ce qui est générique. Donc par exemple, ici, par exemple pour Tropico, on a décidé que Expend et Exploit, c'était vraiment le core. Il faut juste que je reprenne mon exemple. Tac, tac, tac. Core, support et générique. Donc par exemple, on peut décider ici, lorsqu'on fait Humankind, excusez-moi, que nos cores, ça va être Expend et Exploit, et qu'en fait, que notre core, ça va être Expend, que Exploit va être le support, et que Exterminate et Explore, eux, vont être génériques. En fait, on va prendre la solution la plus on va pas passer de temps sur Exterminate et Explore parce qu'on considère que la plus-value de notre jeu, elle est dans l'Expend. Et pour ça, on va avoir besoin d'Exploit, qui du coup va être support. Tac, 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 tac. Donc voilà, on était parti pour en faire un seul. Au final, on voit qu'on a plein de solutions qui se présentent à nous. Alors, dans les choses qui sont importantes, c'est de prendre du recul. Donc de partir d'une page blanche, en fait, l'une des grosses erreurs qu'on peut faire, c'est de partir de nos expériences passées. On va se dire, ouais, mais le métier, moi dans l'expérience passée où on faisait également du e-commerce, en fait, on faisait les choses comme ça. Donc pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas exactement les choses de la même manière? Donc ça, il faut éviter. Je vais donner des exemples juste après. Il faut oublier l'implémentation qui est en place. Parce que cette implémentation, elle est peut-être vérolée, elle répond peut-être pas réellement aux besoins justement de notre métier. Pour moi, il faut également et même oublier la manière dont on est staffé actuellement. Parce qu'en fait, loi de Conway, si jamais je vous invite à vous renseigner, en fait, la manière dont on staffe nos équipes impacte directement notre conception. Si on se dit on a 3 équipes, on va imaginer quelque chose qui convient bien à 3 équipes. C'est tout bête, mais voilà. Donc en général, il faut essayer d'oublier tout ça, faire complètement table rase de l'existant lorsqu'on part sur ces travaux de conception. Ensuite, rappeler les objectifs. Quel produit ou service veut-on proposer? Donc ça, c'est la première question. C'est en gros, on veut faire quoi réellement? Une première vision de ce produit-service et surtout le rôle attendu dans la chaîne de valeur. Donnez quelques exemples. 2 sites e-commerce, 2 stratégies. Le premier se focus sur des recommandations très fines. En général, on part tous dans cette direction. On se dit, je vais faire un super e-commerce, il va recommander exactement ce qu'il faut au client. Si jamais le grand gagnant du jeu de l'e-commerce, c'est celui qui s'est focus sur le service de shipping ultra performant. Il s'appelle Amazon. Et il a gagné. Aujourd'hui, vous commandez quasiment tout via Amazon. Voilà. Donc en fait, les recommandations, c'était peut-être pas la bonne piste. Voilà. Et pourtant, c'est un peu la plus naturelle pour nous tous. En tout cas, moi personnellement, c'est celle vers laquelle je me serais dirigé. Donc un legacy qui ne correspond plus aux besoins, ça c'est ce que je vous disais. Et rappelez les objectifs, pourquoi? Parce que sans capital initial, on peut se tromper de métier. Récemment, j'ai un collègue qui me parlait un petit peu de son contexte, enfin de son contexte au niveau entreprise, dans lequel il y avait une première équipe qui écrivait des articles, et la deuxième qui écrivait ou éditait des articles, et la deuxième dont la responsabilité, en fait, c'était de pouvoir afficher ces articles sur des sites en très haute performance, donc avec du cache, gérer, en fait, faire toute la gestion du cache, là où la première équipe gérait juste la création d'articles. En fait, si on se trompe de métier, que notre rôle c'est de faire ça, mais qu'en fait nous on se pose la question comment on fait ça, vous doutez bien qu'il y a un tout petit problème. Voilà. Donc c'est ça que je veux dire par bien se rappeler de c'est quoi notre rôle attendu dans la chaîne de valeur, et c'est quoi en fait vraiment le produit et le service qu'on doit rendre. C'est pour ça que je précisais bien ça. Pour aller plus loin, si jamais, moi je vous conseille pas mal de choses. Le langage et le logiciel en général Archimate, le langage est pas mal du tout, il permet de définir pas mal de choses. Donc là, si jamais dans les schémas que je vous ai proposés, eh bien, il y avait un peu du langage Archimate qui se cachait derrière.
Le context mapping en général, tac, je remonte un petit peu, excusez-moi. Et tout ce qu'on a vu là, à gauche, tout ça c'est du context mapping. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est très simple hein, pour le coup. Enfin, quand je dis c'est très simple, c'est pas très simple, mais la lecture est pas longue et il y a des super talks. C'est un gars qui est polonais, je me souviens plus de son nom, mais peut-être ça, ouais, je ne saurais pas dire. Alors c'est le DDD Crew et c'est pas mal drivé par Nicktoon. Ouais. Pas que de ça. Ouais, mais en tout cas, context mapping, ouais. Beaucoup aimé. Complexité maîtrisée, simplicité retrouvée, passée au DDD. Donc ça, c'était un précédent talk que j'avais fait sur le DDD en général, une présentation beaucoup plus large, si jamais certains d'entre vous étaient un peu perdus sur cet aspect-là. Formation DDD proposée par Pix. Donc voilà, que j'anime personnellement et la dernière édition s'est plutôt bien passée. Donc voilà, dans les choses qui arrivent, je compte faire un autre talk sur les tests en général et teste-t-on trop et comment on peut tester différemment. Donc voilà, que je pense qui devrait arriver potentiellement à la rentrée. Et enfin, dernière chose que je vous conseille, parce que c'est bien beau en fait de faire des super trucs côté back-end, côté API, etc., etc. Et derrière, quand on arrive au front-end, eh bien, on fait un vieux CRUD dégueulasse. Donc voilà, je vous conseille énormément cette présentation de Julien Topse. Voilà, qui est absolument incroyable et qui pour moi va vraiment de pair avec un petit peu tout ce qui est au-dessus. Pour moi, c'est vraiment important si vous voulez protéger votre métier derrière vos API. Voilà. Merci à tous. Alors, est-ce que vous avez des questions ? C'est pas faux, j'ai oublié de me présenter. Donc oui, me présenter, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Kevin Le Gouil, donc voilà, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je travaille dans le web. Plus récemment, je suis intervenu, ça fait plus de 6 ans à peu près, que je travaille dans des contextes plutôt orientés DDD, donc en tant que tech lead principalement, et plus récemment en tant qu'archi. Voilà. Pour ma présentation. Ouais. Il y a le fondateur de l'Event Storming qui s'appelle Alberto Brandolini. Ouais. Il a proposé un formalisme pour faire des Event Storming. Et en fait, j'ai l'impression que tu t'en éloignes pas mal. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as choisi ça plutôt que le formalisme originel? Alors, qu'est-ce que tu as remarqué d'intéressant dans ton approche plutôt que celle prônée par le créateur? La difficulté par rapport à la question, et je ne vais pas te mentir, c'est que je ne sais pas si mon point de départ, c'est le même. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que le web étant ce qu'il est, lorsqu'on recherche, potentiellement, on a déjà une vision qui est modifiée par rapport à la vision de départ. Donc peut-être que là-dessus, my bad, j'ai envie de dire. Donc pourquoi est-ce que je pars de là? Parce qu'en fait, ça répond un petit peu aussi à la question qui a été posée un peu plus tôt. Pourquoi est-ce que je pars de là? Parce que en fait, pourquoi est-ce que je le présente comme ceci? Pour moi, l'objectif, en sortant en fait de l'event storming, mais en général d'une phase de conception, pour aller un peu plus loin, c'est d'en arriver à la fin justement avec de quoi on a besoin, enfin, avoir une vision claire de ce qu'on veut développer. Donc pour moi, lorsqu'on veut développer dans un contexte notamment DDD, l'objectif en fait c'est, quel est le métier, comment est-ce qu'il s'exprime? Et justement, en fait, pour moi, une fois qu'on a les événements, les actions, les acteurs, les données, c'est bon, il ne manque pas un S, les données, en fait, on a globalement tout le vocabulaire. En fait, on sait globalement ce qu'on va devoir implémenter. On a une bonne idée de ce qu'on va devoir implémenter. Voilà, donc pour moi, c'est ça. L'objectif, en fait, c'est à la fin d'avoir vraiment clé en main, voilà ce qu'on va vouloir implémenter. Voilà, ça pour moi, c'est l'objectif. Si tu cherches un atelier dans l'espace de la solution, peut-être plutôt Event Modeling. Alors peut-être. Ouais. Alors, c'est encore un autre atelier, mais Event Storming est vraiment dans l'espace du problème. Donc on n'est pas du tout sur l'exploration de la solution, mais sur l'exploration du problème. Justement, une chose peut-être qui peut vous perturber, c'est qu'en fait là, je suis déjà effectivement dans la solution. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que, je pense que je vous en ai parlé, mais à un moment, j'ai parlé d'une étape justement de refinement. Où en fait, on part d'abord on exprime le problème. Donc on exprime quelles sont les actions, quels sont les événements qui sont au sein de notre métier, quels sont les objets qui sont manipulés. Donc vraiment, ça pour moi, ça fait vraiment partie de l'event storming, ou alors
Voilà. Et ensuite, effectivement, on va chercher à refine tout ça et potentiellement, dans une phase ensuite, eh bien, en arriver sur une modélisation, effectivement, de tout ce qui a été dit lors de l'event storming. Voilà. Ça, pour moi, c'est un peu l'objectif. Mais voilà. Ouais, tout au fond. Le résultat final à destination va être présenté aux équipes. Alors, ça dépend de ce que tu produis. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est tout le problème un petit peu des diagrammes en général, c'est que ça peut être difficile. Par exemple, celui-ci, est-ce qu'il a destination du métier? Non. 100% non. Par contre, est-ce que quelque chose comme ça, où on se passerait un peu de cette partie-là, est-ce qu'on peut le présenter au métier? Potentiellement, oui. On peut commencer à se dire que oui. Donc, typiquement, si on en arrive à quelque chose qui ressemble à ça, est-ce que ça, je peux le présenter au métier? Bah ouais, 100%. Une personne du métier, elle comprend très bien ça. Et elle voit en fait que lorsqu'on fait quelque chose ici, ça a des impacts là. Ça, elle le comprend très bien. Et ça lui permet de retrouver les différentes actions qui peuvent être faites, quels sont les événements qui sont soulevés, etc. En fait, comment le logiciel va fonctionner, enfin, comment la solution va fonctionner. Et c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'on n'est plus dans la définition du problème, on est déjà en train de modéliser l'implémentation du problème. Là, je suis totalement d'accord avec toi. Mais voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ouais. Donc toi, cette méthode, tu as eu l'occasion de l'essayer chez les clients. Est-ce que tu l'as fait systématiquement? Quand est-ce que tu la dégaines plutôt pour un nouveau projet, plutôt pour des rectos? Mettons, là, tu m'as dit que tu avais 10 ans d'expérience. Tu l'as fait tous les ans, tous les 6 mois? Alors non, plus rarement, ça va dépendre déjà des missions. Là, très récemment j'ai intégré une nouvelle société. Et justement, alors, event storming, un peu différent malheureusement, parce que c'est toujours pareil, est-ce qu'on a le contact direct avec les métiers ou pas? Voilà. Mais ça va être l'objectif d'après, c'est que malheureusement, j'ai été obligé d'anticiper un petit peu sur la phase où on est réellement mis en contact avec le métier. Mais justement, je me suis posé toutes ces questions-là de, en fait, notre métier fait quoi? Voilà, poser les questions, alors là, pas en réunion, en séance réellement, mais en allant piocher les informations à droite à gauche. Je note sur mon carnet, derrière, je fous tout ça, boum, à plat. Et puis, en fait, notre métier, il fait quoi? Réellement, on manipule quoi? On fait quelles actions, etc. Pour essayer, à la fin, justement, d'en ressortir, pas forcément avec des contextes, effectivement, là-dessus, je suis d'accord. Pas forcément avec des contextes, mais plus avec des regroupements, un ensemble cohérent, on va dire, de ça par exemple c'est une partie où on va se charger du rendu des pages. Tout ça c'est la partie où on va traiter des données métiers, on va saisir et modifier des données métiers. Ça c'est une partie où on va les ingérer. Ça c'est une partie où, etc. etc. Et l'idée en fait c'est qu'à la fin j'en suis sorti justement avec quelque chose d'assez similaire, un peu comme ça, où j'ai pu me dire, en fait attends. Il y a, je dis une bêtise, mais tout ça, en fait, il y a une solution en ligne qui existe qui le fait très bien. Là, par exemple, du rendu des pages, si quelqu'un a pensé CMS, bien sûr. Donc voilà. Est-ce qu'on a besoin de recoder le rendu des pages? Aujourd'hui, l'application, c'est ce qu'elle faisait. Ils avaient recodé un CMS. Bon, est-ce qu'on a réellement une plus-value à recoder un CMS? Par contre, sur l'ingestion des données métiers, là, on a peut-être une plus-value sur l'ingestion des données métiers dans le CMS. Parce qu'aux dernières nouvelles, je ne connais pas de CMS qui connaît le métier de ce client. Tu vois? Et donc qui est capable de modéliser tout ça. Donc ça, je l'ai fait récemment, par exemple, chez Clariane, voilà, qui était le client. Pareil, j'ai eu l'occasion de faire ça, mais alors pareil, de manière un petit peu dégradée, j'ai eu l'occasion de le faire chez Jacques et Métal, avec pour objectif, pareil, de délimiter un petit peu les contextes, etc. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est fait, c'est quoi notre besoin. Donc pareil, le seul bémol, c'est qu'encore une fois, le métier est très mis à distance et en fait, tu t'adresses plus à des PO qu'à des vrais représentants de métier. Donc en fait, tu as un intermédiaire au milieu qui est le PO et en fait, tu t'adresses à plusieurs PO au lieu de t'adresser directement aux représentants métier. Donc, voilà. Comme tu as du mal à rassembler les parties prenantes, tu le fais, on va dire, pour toi et tu poses des questions et ça te permet d'avoir une vision sur la situation. Soit je le fais pour moi, mais aussi pour derrière les fameuses parties prenantes et notamment les PO. Parce que pour moi, l'objectif derrière, c'est d'avoir un support de travail où en fait on se dit, est-ce que c'est bien ça qu'on fait? Voilà. Et pour qu'en fait, derrière, avec un PO, on puisse se dire, ok, c'est sur quoi qu'on travaille en premier? Par exemple, là-dedans, c'est quoi qu'on implémente en premier? C'est quoi qui est le plus important en fait pour notre application?
L'idée, c'est, à terme, c'est d'avoir vraiment une base de discussion. Attention, hein, cette base va évoluer, évidemment. Est-ce que Day One, on peut être certain que la solution qu'on a mis en place, elle va être bonne? Bien sûr que non. Donc, le but, en fait, c'est d'avoir un support de base, une base de travail sur laquelle on va pouvoir évoluer et on va pouvoir apporter des modifications successives. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça l'objectif. Et derrière, tout ça, ça sert, comme je le disais, hein, de base de discussion avec les PO pour pouvoir se dire c'est quoi qui est le plus urgent, avec les développeurs pour se dire est-ce que c'est bien la bonne implémentation, etc., etc. Voilà. Ça répond à ta question ou pas? Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ouais. Ouais, c'est par rapport justement à ce que tu expliquais. Si j'ai bien compris le cheminement, donc arrête-moi si je suis... Ouais. Tu vas réussir à identifier des domaines ou subdomaines. Ouais. Tu vas réussir à mapper avec des contextes. Ouais. Depuis ces contextes, tu vas très rapidement proposer des agrégats ou en tout cas des entités, si j'ai bien suivi. Alors, pas forcément, mais continue ta question. Et du coup, ma question c'était, vu que tu vas aussi loin dans ton cheminement après ton atelier, est-ce que tu as déjà eu des difficultés à ce que ce plan que tu as défini ne soit pas un frein pour la suite? Alors, justement, là où j'anticipais un peu la fin de ta question, c'est que justement, il ne faut pas aller trop loin. Et c'est là où je suis tout à fait d'accord. C'est que, en fait, là, ce que je vous ai présenté, où effectivement, on a toute la partie qui est complètement mappée à la fin, etc., c'est ce que je disais. Ça, en fait, c'est quelque chose qu'on va faire a posteriori, dans un second temps, et on va chercher à petit affiner en fait, cette deuxième partie, cette modélisation. En fait, à la base, c'est le reflet de ce qui est aujourd'hui en prod. Potentiellement, ça peut être ça. Okay. C'est ça. Ou alors, pas forcément aujourd'hui en prod, mais disons qu'on a eu tout un process derrière de maturation en fait, de notre besoin. On s'est dit, effectivement, on ne sort pas de la réunion et en mode pouf, c'est parti. Non, on va se poser la question, attends. Donc, du coup, on a tel besoin, on a telles actions, on a tels événements, on a tel métier, on va dire, à exprimer. Voilà des grandes idées, des grands objets qui nous ont exprimés, donc des grandes entités. Donc par exemple, il y a des armées qui s'affrontent. OK. Et ensuite, venir refine un petit peu tout ça sur comment est-ce qu'on pourrait l'implémenter justement au travers d'une modélisation logique qui va pouvoir supporter tout ça. Voilà. Et donc ça, tu le fais en anticipation, parce que moi j'aurais tendance à dire je alors non, à l'usage. Justement, tu peux l'anticiper à un minima, mais par contre, il ne faut pas chercher à écrire la solution avant qu'elle soit pondue. Je ne sais pas ce que je... En fait, ce modèle va forcément évoluer. Donc l'idée, en fait, c'est de se donner une guideline qui est potentiellement suffisamment souple pour pouvoir se dire « Ah bah non, en fait, on s'était planté. » Tu vois, ou alors, en fait, on ne répond pas réellement aux besoins. Et petit à petit, ajuster ça. Mais moi, là où je trouve qu'il y a un avantage, en fait, à se poser cette question avant, en amont, c'est qu'en fait, truc tout bête, hein, mais par exemple, tu fixes le vocabulaire. Donc tu t'évites l'apparition de vocabulaire au milieu où le développeur s'est dit je ne vais pas poser la question, tu vois, et puis en fait, boum, il a créé un mot lui-même, tu vois. Mais non, en fait, cette notion n'existe pas, tu vois. Des choses comme ça. Pareil, le fait de réfléchir aux agrégats, pour moi, ça peut permettre en fait de se dire, ok, en fait, ces notions-là vont ensemble, c'est un paquet. Potentiellement, ce paquet, là, je ne suis pas allé me poser la question. Je dis une bêtise, hein, mais est-ce que unité, là, j'ai tout mis? Non, tu vois, j'ai imaginé 3 trucs qui vont avec. Est-ce que la manière précise dont est implémentée une unité, je me suis posé la question et je suis allé plus loin? Non. Tu vois, c'est juste, je sais qu'une unité, elle aura des traits et il y aura une mécanique avec des multiplicateurs. Fin. Parce que ça, c'est ce que mon métier m'a exprimé. Maintenant, par exemple, sur mon unité, je pourrais très bien avoir toute une notion des défenses où tu vas avoir les HP, les résistances, les machins, les bidules, toute une notion de dégâts. Est-ce que c'est de la distance? Est-ce que c'est du mêlée? Est-ce qu'il y a quelle est la portée? Etc., etc. Tu vois, on pourrait imaginer plein de choses en fait là-dedans. Et on pourrait aller beaucoup plus dans le détail. Mais dans une première phase, on ne le fait pas. Pour moi, dans une première phase, on reste très superficiel en mode, il y a une culture, elle a des technologies. Fin. OK. Et en fait, cette culture et ces technologies vont venir impacter mes armées qui, elles, font partie du combat. Mais tu as quand même déjà identifié le fait que la culture, c'est quelque chose qui est important en soi et que du coup, tu as découpé dans un petit... Exactement, c'est ça. Voilà. Par exemple. Après, voilà. Est-ce que ce découpage, le fait que ce soit la culture et pas directement les techs qui sont liés à l'armée, est-ce que c'est judicieux ou pas? Voilà. Ça peut se discuter potentiellement.
Mais voilà. Ouais. C'est quoi la différence entre un bounded context et un subdomain? Alors, Colin, tu as peut-être la réponse du coup, vu que tu m'as mis un scud. C'est pas un scud. C'est pas vrai. Je peux mettre des scud. Non. Un subdomain, c'est dans l'espace du problème. Donc globalement, ton subdomain, c'est tiens, je cherche à répondre à ce problème-là. Voilà l'emmerdement auquel je réponds. Et un contexte, c'est un bout de solution de ce problème. Et donc typiquement, on va essayer au maximum d'avoir des bounded contexts à l'intérieur d'un même subdomain. Mais des fois, on ne peut pas. Par exemple, si tu as une entreprise qui a un magnifique produit qui s'appelle SAP, eh ben, il va se retrouver au milieu de plein de subdomains. Ouais. Pour autant, c'est un seul bounded context, parce que c'est une équipe qui va s'en occuper, c'est un seul truc, c'est un bout de ta solution, et il va être à cheval en plein de subdomaines. Et en fait, réussir à représenter ça sur un contexte map, ça te permet de savoir si tu as une tension entre ton espace de ta solution et ton espace du problème. Et si tu as une tension, tu sais que tu vas avoir des problèmes. Parce que les gens qui gèrent ce bounded context SAP, ils vont être forcément tiraillés entre X métiers et forcément faire pour ce qui crée le plus fort. Okay, merci. Alors du coup, moi je poserais la question, est-ce que ton SAP c'est réellement un bounded context? Bah, il y en a peut-être plusieurs dedans. Dedans, voilà. Moi c'est plus comme ça que je le verrais du coup. La difficulté que tu as, c'est que tu auras souvent du mal à le faire vraiment matcher avec tes subdomains. Ça, on est tout à fait d'accord. Donc tu auras des tensions. Ouais. Ah oui, ça c'est certain. Mais voilà. SAP ou Salesforce, j'ai d'action chez aucun. Mais donc du coup, si je rephrase tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est que le subdomain est du côté du problème, là où le bounded context est du côté de la solution. C'est ça. Voilà. Mais globalement, on n'est pas sur quelque chose de similaire parce que tu peux avoir plusieurs bounded context dans un subdomain, mais on est sur une délimitation malgré tout, en fait, encore une fois, soit de notre problème, soit de notre solution, mais on est sur une délimitation qui se base fondamentalement sur une expression du métier et comment on va régler le problème, soit quel est réellement le problème. Les subdomains, ils ont tendance à être créés comme ça, et les bounded contexts, ils ont tendance à émerger avec le code. Un peu plus technique. Ils sont plus petits que ce qu'on pense souvent. Et là où totalement d'accord. Confusant, c'est que justement, il y a un article de Nick Thune qui mélange les deux allègrement et qui parle justement de priorisation avec des wordly maps, article très intéressant avec une note très intéressante à DDD Europe. Et en fait, il mélange les deux allègrement, c'est subtil, mais moi j'ai longtemps fait l'erreur et je me suis longtemps planté en mélangeant les deux et j'ai eu un aha moment en me disant attends mais ok je viens de comprendre un truc et en fait ça change plein de choses sur l'organisation d'équipe et sur la manière de faire. Et Event Storming étant un atelier dans l'espace du problème, ce qu'on fait émerger, c'est plus de subdomains. Des subdomains que des contextes. Plus, mais pareil, si on veut faire des contextes, on fait ce qu'on veut. Alberto, il est pas, c'est un petit Italien énervé, il est tranquille. Hein. Son atelier, t'en fais à peu près ce que tu veux, mais il y a des trucs qui est un peu strict. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Là, les bounded contexts, ils sont très larges, c'est une vision qui est quand même très macro, j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut avoir des bounded contexts dans des bounded contexts, c'est-à-dire que tu as la vision de ton entreprise qui réunit plusieurs équipes, j'imagine. Est-ce qu'à l'intérieur de ces équipes, tu peux avoir les propres bounded contexts? Alors en général, en fait, on en revient un petit peu à ce qu'on était en train de dire là. C'est-à-dire que tu n'as pas des bounded contexts dans des bounded contexts, tu as plutôt des bounded contexts dans un ensemble plus large qui, lui, est du coup le fameux subdomain ou même domaine tout entier. Donc voilà, un bounded context dans un bounded context, en fait, potentiellement, s'il y a un bounded context différent, en fait, on va le sortir du premier. Parce que, par exemple, un cas qu'on voit assez souvent, enfin en tout cas qui peut exister, c'est qu'on a un bounded context qui, encore une fois, le bounded context, c'est aussi une implémentation technique. Donc on peut avoir, par exemple, un besoin où, j'ai une bêtise, notre charge, elle est stable. Tu vois, tout au long de la journée, c'est relativement stable. Et puis de l'autre côté, dans ce même bounded context, on a un truc. Alors lui, il nous met des pics absolument monstrueux. Est-ce qu'on a besoin de scale la manière dont on va déployer en fait ce bounded context, potentiellement la petite application, le pod, quelque chose? Est-ce qu'on va le faire scale pour ces pics et on va mettre en place tout un tas de choses pour ces pics? Ou est-ce qu'on va pas se dire, attends, en fait, ce pic, je vais le sortir de ce contexte-là et en fait, on va le gérer indépendamment. Tu vois, plutôt que de se dire, en fait, il est toujours à l'intérieur, non, on le ressort, on le gère indépendamment, et ça nous permet potentiellement de le gérer différemment. Voilà, là, ça hérisse peut-être certains cheveux, parce que
Parfois, certaines personnes disent « Non, les bandits de contexte doivent correspondre exactement au métier, il ne faut pas faire de distinction pour la technique. » Si, par moment, il faut justement. Et ça, je pense que c'est un bon cas. Et les bandits de contexte sont probablement plus petits que ce que vous pensez. Alors, quand là... on fait que lire la littérature, on se dit que c'est assez gros. Et en fait, pas du tout. En passant du temps dans les communautés, etc., on se rend compte que tout le monde arrive à peu près à la même conclusion que quand il y a un aggregate dans un bandit de contexte, globalement, ça va être 80% de notre bandit de contexte. Et au max, ils vont en avoir 2 ou 3 et après, on change. Alors là, je les ai gardés volontairement gros parce que l'exemple, on part du 4x. Donc l'objectif, c'est de se cantonner au fameux 4x. Voilà, c'est un peu l'objectif là de l'exercice pour aider à la compréhension. Mais potentiellement, bah là on le voit, là j'en ai plusieurs. Est-ce qu'en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas être plus petit? Voilà, on peut se poser la question, typiquement. Après là, c'est un cas particulier parce qu'en fait, on a cet agrégat-là qui contient celui-ci qui contient celui-là et celui-là qui contient celui-ci, par exemple. Donc, voilà, qui est référence. Oui, oui, pardon. Justement, c'est une relation... Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Petit abus de langage, mais oui, effectivement, ils référencent les uns les autres. Donc voilà. Ça répond à ta question, du coup, ou pas? Ouais, ok, top. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou pas? Oui, j'ai vu que tu montrais à la fin dans tes ressources ces formations PIX, ces formations en présentiel ouvert à tous, ou c'est une ressource open ou c'est une ressource... Alors, Kilvin n'est pas là, c'est dommage, mais ce sont des... Sur le site, c'est des vidéos ou c'est... Alors non, c'est des formations en présentiel qu'on donne, formation complète. Par contre, l'intégralité des meet-up, eux, sont enregistrés et donc potentiellement derrière peuvent servir de base si jamais il y a certaines questions, ce genre de choses. Mais non, la formation, elle, par contre, il y a un support, mais il n'est pas public, en tout cas pour le moment. Voilà. Mais voilà. Ouais. On est sur la question, vous n'avez pas présenté PIX. Clément. Je ne pensais pas avoir à le faire, j'allais vous dire justement, on va tous aller à l'apéro. Merci. Mais ça vient après. PIX, on est spécialisé dans le consulting IT sur Lyon, donc dans le conseil. On intervient dans la réussite des projets de nos clients et de la carrière de nos consultants et de nos consultantes par différentes interventions. La prestation, je pense que nombreuses d'entre vous connaissent la prestation plus ou moins longue sur du développement, de l'infra, du design, de la QA, de la chefferie de projet, etc. Tout le cycle de vie d'un projet. Sur du pilotage de projet en globalité et donc de la formation, puisque on en a parlé. Et merci pour la belle image pendant que je parle. C'est vraiment super. J'ai plus du tout de légitimité. Donc voilà ce qu'on fait chez PIX. Et voilà. Et on est sur Lyon, Reims, Aix-en-Provence, Nancy, Montpellier.